Khawti khwatati, msal khair alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à tout le monde, azul fillaounou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On va ajuster شوية les appareils, باش هكذا تشوفونا مليح. Ça va khawti khwatati? Allez, bienvenue à tout le monde. J'ai commencé avec 5 minutes en retard, on peut pas être à l'heure. Quand on travaille sur l'actualité algérienne, on peut pas être très concentré. Ce soir, nous avons une longue soirée d'informations. Axel, bonjour, guten Abend, Axel. Mes salutations. Frankfurt. Justement, on va beaucoup parler de la Kabylie. Nous avons un document exclusif à vous montrer. Comme je vous l'ai promis dans les émissions d'Algérie Part, quand on a des exclusivités, on les diffuse et on les montre. Marhaba bikoum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Richard, Boulé Marcel. Topixas, ahlan wa sahlan ya jama'at al-khair. Comment ça va tout le monde? Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça c'est mon 5e live déjà. Chaque soir, je sens l'envie d'être en contact avec vous. Cet exercice est très précieux, est interactif. Comme ça? Oui, mais j'essaie d'arranger, j'essaie d'arranger comme ça le... Comme ça, je peux pas. Est-ce que vous me voyez bien là? Dites-moi, est-ce que l'image vous parvient très bien? Est-ce que vous arrivez à me regarder? Est-ce que vous me percevez comme il se doit? Je pense que c'est bien ici, comme ça, non? Très bien, 10 sur 10. On va parler du sapin, Oui, le Mac a été... Ça, comme ça? C'est bon comme ça? Je suis en train de parler à mes spectateurs. On a deux types de spectateurs. Les spectateurs en direct. On va vous lancer une formule, un jeu de concours. Et celui qui va gagner aura le plaisir et le privilège d'assister à nos lives en physique. Vous en pensez quoi? Marhaba bikoum ya jama'a, ahlan wa sahlan. Allez, que tout le monde monte. Allez les jama'a, montez, tapotez, partagez au maximum s'il vous plaît, parce qu'on va avoir beaucoup de signalements. Ce soir, on va casser tous les tabous, on va parler de la Kabylie, on va parler du MAC, on va parler des autorités françaises. On va partager avec vous un document exclusif qui explique tout ce qui s'est passé ce soir, à la surprise générale, concernant l'interdiction de la cérémonie que devait organiser demain le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Marhaba bikoum ya jama'at al-khair. Allez tapoter. D'ici 2 minutes on commence, ou là, combien de temps? On va t'en vendre la râle, moi je suis journaliste, je suis pas obligé d'être un mannequin. On n'est pas obligé d'être tous maigres, ça existe des gens qui ont un peu de surpoids, etc. Le plus important, c'est pas de ne pas avoir du ventre, c'est de ne pas avoir un cerveau. Tu me vois? Si on a un gros ventre et un bon cerveau, ça c'est le plus important. Et en Algérie, malheureusement, ne pas avoir un bon cerveau, ça commence à devenir une très grave maladie. Ahlan wa sahlan, marhaba bikoum Sam, marhaba bikoum, j'ai des Amine D, Richard. On commence tout de suite, Richard, tu es très inquiet, très pressé plutôt. Jebli, Rafiq. Bonsoir tout le monde. Allez, on commence. Merci. Algérie va droit au mur, on va le voir. Parlons sur Versailles, on va parler de Versailles justement. Kader, Zaim, merci Khoya Kader. Bonsoir. Le rebelle, c'est une guerre. Yalla Tejastar. De quelle guerre? On va en parler. Il faut des hôpitaux psychiatriques en Algérie. Je suis d'accord, on en manque énormément. Et tous nos psychiatres d'ailleurs partent et quittent le pays pour aller en France. Aya Jma'a, est-ce que tu crois au djinn? Non, je crois au paranormal. Je crois au monde paranormal. C'est un peu plus compliqué comme croyance, mais on aura le temps peut-être de la développer. D'autres priorités, mon cher ami. As-tu le droit de rentrer en Algérie? Bientôt, bien sûr. Je vous admire énormément. Merci, mon cher. T'as pris un coup de vue. C'est normal, mais on rajeunit pas. Et quand on travaille sur l'actualité algérienne, c'est pas là qu'on va rajeunir, je peux vous l'assurer. Nunes veut garantir sa visite en Algérie. Effectivement, merci à vous. Je vais à la Cannes, je l'espère bien. Mais les prix sont chers au Maroc. Hein. Ce serait bien que ça se calme un peu les prix. Ça devient plus cher que plusieurs pays européens au Maroc, là. Ahlan wa sahlan. Allez, est-ce qu'on va commencer? Comment ça va d'ailleurs? Je sais qu'on va beaucoup parler de l'événement du 14 décembre.
Après, on va inverser les rôles. Je vous propose que ce soir, on va parler de l'actualité de demain, qui est une actualité absolument brûlante, et de ce qui s'est passé autour de cet événement du 14 décembre. Après, c'est à moi de vous poser des questions. Et vous allez essayer de me répondre, parce que voilà, on peut changer de rôle un peu. Et oui. D'abord, avant de commencer ce live, je tenais à présenter mes sincères condoléances à notre ami, à notre camarade, à notre frère MLDZ. MLDZ, blogueur, cyberactiviste, très connu, très populaire, qu'on le veuille ou non, une référence sur le web algérien, qu'on soit d'accord ou pas avec ses approches de l'actualité ou avec son traitement de l'information en Algérie. MLDZ, elle a perdu sa maman, Allah yarhamha. Elle est décédée aujourd'hui. Elle va être enterrée à Oran. Rabbi yarhamha. تعذبت بزاف sincèrement يا جماعه واش داروا فيها يمات امير دي زاد c'est je pense il faut lui consacrer un mot. Les perquisitions, les traques, les poursuites, je veux pas donner des détails par respect pour la vie familiale de MRDZ, dont j'ai connu la famille, parce que son demi-frère, L'Houari, que je salue, et il a fait la prison avec moi en 2018. Octobre 2018, dans la fameuse affaire, le fameuse affaire, le réseau MRDZ. Rabbi yarhamha wa yuwassa alayha al-khair. J'ai présenté tout à l'heure mes condoléances à MLDZ, je l'ai appelé personnellement. Il était dans un état que vous pouvez imaginer. Rabbi jib al-khair ya jama'at al-khair. Il m'a fait vraiment de la peine. Franchement, il m'a fait vraiment de la peine. Vous savez, la pire chose qui peut nous arriver, c'est de ne pas enterrer ses parents, de ne pas assister à l'enterrement de ses parents. Je dis bien à l'enterrement. C'est quelque chose de très grave, de ne pas pouvoir enterrer sa mère ou son père, parce que un régime politique, un régime dictatorial nous interdit de revenir chez nous. C'est quelque chose qu'on ne peut comparer à aucune peine de prison. Pire que la peine de mort. Moi, je préfère mourir, être tué, assassiné, que d'assister ou que de ne pas pouvoir assister à la mort de mes parents. J'espère que je ne vivrai pas ce que MLZ a vécu. C'est pour ça que je lui témoigne toute ma solidarité et toute ma sympathie. La mère de MLDZ, elle a été convoquée une dizaine de fois. Il y a eu une dizaine de perquisitions chez elle, du côté de Oran et Tiaret. Il y a eu des interrogatoires de toutes sortes. Tous les services de sécurité l'ont appelée. Meskina Adjouza Menmdouha, alors qu'il y a une femme au foyer. Elle ne connaît rien à la politique. Elle ne comprend rien à la politique. Ou malgré mes désaccords avec MLDZ, et vous savez, j'ai eu beaucoup de désaccords avec MLDZ. J'ai eu beaucoup, on a eu même des disputes, etc. Mais il est MLDZ parce qu'il s'est engagé, il était engagé sur la voie du changement. Je peux ne pas être d'accord avec certaines manières de traiter, quelques-unes de ces manières de traiter les sujets. Les parents, le malais, qu'est-ce qu'ils ont fait à sa mère, à sa sœur, à son demi-frère? Ils ont emprisonné son demi-frère, qui n'a rien fait de Houari. Houari Meskin s'est retrouvé avec nous en prison en 2018, juste parce que Fodil Dob, l'ancien joueur de l'équipe nationale, et l'ancien joueur de la MCA Mouloudia d'Alger, lui a donné 10 000 dinars. Il a reçu 10 000 dinars. Donc, je vais pas m'attarder sur ce sujet. C'est un jour de deuil. Et je vous appelle à écrire à MLDZ et à lui présenter ses condoléances, à lui présenter vos condoléances et à lui témoigner votre sympathie. Même si vous ne l'aimez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, rappelez-vous des valeurs ancestrales dans notre culture. Rappelez-vous des valeurs ancestrales de notre culture. Mais en temps de deuil, en temps de malheur et de tristesse, on oublie nos divergences et on fait preuve de bonne éducation et on ne peut que saluer la mémoire des morts. Voilà, et maintenant on passe aux choses sérieuses. Oui, je vais passer aux choses sérieuses. D'ailleurs, je vais vous prévenir, je vais à un moment donné enregistrer en même temps ce que je vais vous révéler sur l'affaire du Mac pour la diffuser sur notre chaîne YouTube. Donc on va commencer dans un petit moment. Voilà. Alors, je commence. 1, 2, 3. On débute. Voilà, bismillah. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé lors d'une émission que nous avons publiée il y a de cela à peine une heure. On vous a révélé
en urgence que les autorités françaises, voilà, l'émission a été intitulée Urgent, les autorités françaises interdisent la cérémonie du MAC pour la déclaration de l'indépendance de la Kabylie, qui a été prévue demain à Paris, plus exactement dans la ville de Versailles. Donc la cérémonie du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie prévue demain à Versailles dans la région parisienne a été interdite par les autorités françaises. Elle a été interdite par les autorités françaises. Je vous ai ramené le document officiel signé par le préfet des Yvelines. Signé par le préfet des Yvelines. Je vais vous lire de larges extraits de ce document. C'est un document de 3 pages qui a été communiqué à la fin de la journée, juste après, vers 18h, il a été communiqué à la direction du mouvement le MAC, par la préfecture des Yvelines. Pourquoi la préfecture des Yvelines? Qu'est-ce qui s'est passé? Le MAC, il a loué une salle très prestigieuse, qui s'appelle le palais des congrès de Versailles. Le palais des congrès de Versailles, c'est un endroit de festivités, d'expositions, d'événements culturels, de meetings politiques, et c'est une salle très prestigieuse et chère et huppée. Pourquoi? Parce qu'elle est située juste en face du château de Versailles. Le château de Versailles, comme vous le savez très bien, c'est l'un des châteaux les plus célèbres de l'histoire de l'humanité et haut lieu du tourisme et de l'histoire de France. Cette salle coûte à elle seule dans les 60 000 euros. Pour louer le palais, la salle qui peut abriter entre 1200 à 1300 personnes, il faut compter 60 000 euros pratiquement. Alors, tout le monde était au courant. Il y avait le MAC, le mouvement pour le MAC, il avait la direction du MAC, elle a adressé des invitations personnalisées à tous les invités, 900 personnes, dont des parlementaires français, des sénateurs français, des parlementaires et des politiques israéliens, des parlementaires canadiens, britanniques, et marocains. Il y a même beaucoup de personnalités politiques marocaines ont été aussi invitées et ils ont reçu une invitation personnalisée et l'adresse exacte de cette cérémonie leur a été communiquée uniquement 48 heures avant le début de l'événement, c'est-à-dire le 12 décembre dernier. Le 13 décembre, donc tout était prêt, la direction du MAC avait la salle, a payé pour la salle pour le palais des congrès de Versailles. À la dernière minute, le préfet des Yvelines. Les Yvelines, c'est un département de la région Île-de-France. Je sais que beaucoup d'Algériens et d'Algériens nous regardent, ils connaissent l'organisation territoriale de la région Île-de-France, mais il y a des Algériens qui nous suivent de Beskara, de Batna, de Marnia, de Mnia, qui connaissent peut-être pas. C'est pour ça que je fais un peu de pédagogie. Les Yvelines, c'est un département, genre l'équivalent d'une wilaya en Algérie. Les Yvelines, c'est là où il y a Versailles. C'est l'un des départements les plus importants de la région parisienne. Le préfet de les Yvelines s'appelle Frédéric Rose. Frédéric Rose n'est pas n'importe qui. Frédéric Rose, il était en 2 septembre 2020, avant d'être nommé en janvier 2024 à la tête du département comme préfet du département des Yvelines. En septembre 2020, il était le conseiller intérieur et sécurité d'Emmanuel Macron, le président français. Il était le conseiller sécurité, intérieur et sécurité au niveau de l'Élysée, au niveau de la présidence française. Ensuite, il a été nommé comme préfet en 2021 et en janvier 2024, il a été nommé préfet des Yvelines. C'est un personnage très très proche du président français Emmanuel Macron. Pourquoi cette information elle est importante à vous révéler? Parce que vous devez comprendre que certainement il y a une intervention en très haut lieu. C'est Emmanuel Macron à travers Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, qui ont intervenu pour tout ça pour demander l'annulation de cet événement qui devait être organisé par le MAC. Alors, des informations importantes avant de vous montrer ce document. Nous avons récupéré le document. Ça, c'est l'arrêté préfectoral. Bon, à cause d'un défaut d'impression, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais je vais vous le montrer aussi en format numérique. Nous avons obtenu l'arrêt préfectoral qui a été d'aujourd'hui, le 13 décembre 2025, pour essayer de comprendre pourquoi les autorités françaises ont voulu interdire cet événement.
Parce que c'était vraiment inattendu. Aucune notification n'a été adressée au MAC jusqu'au 13 décembre. Tout semblait se dérouler le plus normalement du monde pour le MAC, jusqu'à ce que la préfecture, le préfet des Yvelines, avec la signature Tao, je la montre aussi ici, ou le document, 3 pages, je le montre sur YouTube, le document. Il faut savoir une chose, le MAC, pour louer la salle et payer la salle, le palais des congrès de Versailles, n'avait pas besoin d'une autorisation de la préfecture. En France, quand on organise un événement dans un lieu fermé, il n'y a pas besoin, je dis bien, il n'y a pas besoin d'autorisation de la part des autorités locales. Pourquoi? C'est pas un rassemblement public. C'est dans un lieu, dans une salle, tu payes avec ton argent. C'est comme si quelqu'un organise un mariage, ou comme si quelqu'un fait un parti politique, fait un meeting, ou là, quand c'est dans un espace clos, il n'y a pas besoin d'une autorisation préfectorale. Par contre, le préfet en France, pour des considérations sécuritaires, c'est ce lieu, c'est le rassemblement, ou c'est l'événement, ou l'événement ou le rassemblement de foule organisé dans un lieu fermé et clos peut provoquer des conséquences ou un risque sur l'ordre public ou une menace contre la sécurité publique, le préfet a le droit d'intervenir, je dis bien le préfet a le droit d'intervenir pour annuler l'événement, pour demander l'annulation de l'événement. C'est ce qui s'est passé. Que dit ce document? Vu l'urgence, le document avec le préfet des Yvelines, voilà, avec le document, je vais vous lire une partie de ce document. Considérant que même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leur liberté fondamentale. C'est que le préfet, il utilise des dispositions, le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, utilise des dispositions concrètes de la loi française pour justifier cette interdiction. L'interdiction prononcée ou imposée ou décidée par le préfet des Yvelines, elle s'appuie sur 3 raisons. Première raison, je vous lis. Considérant que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dont le président M. Farhad Mehani a prévu d'organiser le 14 décembre 2025 un rassemblement visant à proclamer l'indépendance unilatérale de l'État kabyle, que si ce mouvement n'a pas pour l'heure communiqué officiellement le lieu précis où se tiendra cet événement, il apparaît qu'il pourrait avoir lieu au Palais des Congrès de Versailles, situé 10 rues de la Chancellerie à Versailles, que cet événement rassemblera plus de 900 participants, ainsi que plusieurs parlementaires français, élus marocains, israéliens et canadiens. Donc les autorités françaises ont confirmé effectivement, c'est dans le document Hawlik, c'est dans ce document écrit noir sur blanc, c'est la préfecture des Yvelines qui confirme qu'effectivement des parlementaires et des élus français, marocains, israéliens et canadiens allaient participer officiellement et publiquement à cette cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Considérons en deuxième lieu, voilà, je répète, voilà, ça c'est la première partie. Considérons en premier lieu que ce rassemblement qui est perçu comme un acte de contestation du gouvernement algérien conduit en réaction à l'organisation de contre-manifestations susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public. Qu'en effet, en réaction à ce rassemblement, la communauté algérienne organise le transport de militants au départ de plusieurs villes de France, notamment Lille, Marseille, Lyon, Montpellier, Béziers et Perpignan, pour se rendre à Paris le 14 décembre prochain dans la perspective de troubler le rassemblement du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie,
que ce sont entre 1000 à 1200 personnes qui sont ainsi attendues à Paris, qu'en particulier 200 à 400 manifestants sont attendus le 14 décembre 2025 à Paris dans le cadre d'un rassemblement pour une Algérie unie, indivisible et progressiste, qu'il est ainsi à craindre que lorsque le lieu de l'annonce de l'indépendance de la Kabylie sera rendu public, les militants pro-régime algérien se déplacent très rapidement à Versailles pour protester contre cet événement et en découdre avec leurs adversaires. C'est que le préfet de Yvelines, la première raison, le premier motif qu'il a utilisé pour annuler, pour demander l'interdiction et l'annulation de la cérémonie du MAC pour la déclaration unilatérale de l'indépendance de Kabylie, c'est le risque de bagarre. C'est le risque de bagarre entre les militants pro-algériens. Bon, le préfet, ce qui est bizarre, c'est que le préfet des Yvelines ne dit pas les militants algériens tout court, il dit les militants pro-régime algérien. Les militants pro-régime algérien et pour ceux qui risquent de se disputer, de se bagarrer, ou y avoir des violences entre les militants du MAC et les militants pro du régime algérien. Donc il y a un risque de bagarre, un risque d'émeute, d'affrontement, etc. Donc pour le préfet des Yvelines, il y a un risque, une menace contre l'ordre public. Il y a un risque contre l'ordre public. Donc, comme il est le préfet des Yvelines, il a dit, la ville de Versailles, elle est sous sa responsabilité. Il n'est pas question pour le préfet des Yvelines qu'il y ait des émeutes ou des bagarres ou des pillages ou des problèmes parce que quand il y a des foules qui se battent entre elles, deux foules qui se battent entre elles ou des militants qui vont se battre, je sais pas, avec des armes blanches, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ces bagarres-là peuvent provoquer une véritable menace contre l'ordre public et la sécurité publique. Ça, c'est le premier motif, c'est la première raison. Deuxième raison, considérant qu'en deuxième lieu, que lors des précédents rassemblements de la communauté kabyle en France, des incidents ont été relevés. En octobre 2020, à Marseille, au soutien à leur indépendance territoriale, des échanges tendus entre les protagonistes ont été constatés. En mars 2023, à Paris, 500 personnes de la communauté kabyle, venues soutenir les détenus kabyles emprisonnés dans les geôles algériennes, ont entraîné des rixes entre les Kabyles et les partisans du régime, nécessitant une intervention des forces de l'ordre. En mai 2023, à Paris, lors d'un rassemblement de Sahraouis venus fêter l'anniversaire du Front Polisario, au cours duquel des Algériens étaient venus montrer leur soutien, des militants kabyles sont venus perturber le bon déroulement de l'initiative, qu'à cette occasion, des violences entre les deux groupes ont été constatées, faisant plusieurs blessés légers et nécessitant l'intervention policière. Donc le préfet des Yvelines, il donne des dates, il donne des faits, il dit que depuis 2020, en 2023, 2 fois en 2023, il y a eu des bagarres, il y a eu des rixes, et donc des affrontements entre des militants du MAC et des partisans du régime algérien. Donc la France ne veut pas être le théâtre des bagarres et des affrontements et des tensions conflictuelles ou des rixes entre plusieurs militants, ce qui va menacer et mettre en péril l'ordre public. Je poursuis encore. La troisième raison, je voulais le document Ejma. Nous avons obtenu le document du préfet des Yvelines. C'est lui qui raconte et qui explique pourquoi les autorités françaises ont fini par interdire la cérémonie du MAC pour la déclaration unilatérale de la Kabylie. La troisième raison, considérant en troisième lieu que le palais des congrès de Versailles est situé à proximité immédiate du château de Versailles et monument ouvert au grand public, parmi les plus visités en France, et qu'un public nombreux est attendu avec un nombre quotidien en moyenne de 5000 visiteurs. À cette période de l'année, y compris en fin de journée, compte tenu de l'organisation de visites et spectacles intitulés Le Parcours du Roi, de 18h à 21h. Donc il y a un spectacle, on est à la fin de l'année, il y a les vacances qui arrivent. Paris, c'est la première ville visitée du monde. Château de Versailles, c'est pratiquement le deuxième monument le plus visité de Paris après la Tour Eiffel. Il y aura 5000 touristes, 5000 visiteurs qui viennent régulièrement voir le château de Versailles. Les autorités françaises ont peur pour leur sécurité.
Ils ont peur pour leur sécurité. Ils disent que voilà, les autorités françaises, notamment le préfet des Yvelines, il a eu peur que des bagarres ou les rixes ou les problèmes d'insécurité entre militants du MAC et partisans du régime algérien ne risquent de provoquer des dégâts ou là de toucher ou là de menacer la sécurité de ces visiteurs, de ces touristes étrangers. Quatrième raison, enfin, considérons en quatrième lieu que les forces de sécurité intérieure sont fortement mobilisées pour assurer la sécurité dans le département au titre de leur suggestion habituelle ainsi qu'au regard des événements prévus dans le département des Yvelines qui lancera ainsi au titre de nombreux événements programmés le samedi 13 et dimanche 14 décembre dans l'ensemble du département à la veille des fêtes de fin d'année. Il y aura donc des fêtes, il y aura des événements de fêtes de fin d'année qui seront organisés dans plusieurs régions, dans plusieurs villes du département de les Yvelines, et donc des Yvelines, donc les policiers français seront déjà mobilisés sur l'ensemble de ces événements. Il y aura pas mal d'événements, et le préfet, il cite, par exemple, il y aura le samedi 13 décembre, sont prévues des festivités marche de Noël à Aubergenville, Vaux-sur-Seine, Marais-Marlay, Croissy-sur-Seine, Sartreville, donc dans plusieurs villes du département des Yvelines, il va y avoir des marchés de Noël, des animations, en plus ça sera un week-end. Donc les policiers sont mobilisés pour protéger ces marchés de Noël et ces lieux de fête et ces lieux de rassemblement. Donc il n'y aura pas suffisamment de policiers à dépêcher, à mobiliser pour protéger la sécurité des invités de la cérémonie du MAC, ni pour protéger les touristes qui viendront voir ou qui viendront visiter le château de Versailles. Donc voici les 4 raisons purement sécuritaires et purement d'ordre public, purement d'ordre sécuritaire, et au nom de la préservation de l'ordre public. Et là, le préfet des Yvelines, à la fin de son document, à la fin de son arrêté préfectoral, à la fin de son document qui résume sa décision, il dit que dans ces conditions, il existe un risque que la tenue du rassemblement par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ainsi que la tenue de manifestations en réaction à ce rassemblement par des militants pro-algériens, engendre des risques de troubles à l'ordre public. Engendre des risques de troubles à l'ordre public. Donc, pour éliminer le risque ou les risques de troubles à l'ordre public, pour éviter que les Algériens s'entretuent entre eux, ou que les militants du MAC se bagarrent ou se battent violemment avec les autres militants du pro-régime algérien, et comme il n'y a pas assez de policiers, encore une fois, en France pour sécuriser l'événement, les autorités françaises ont préféré demander au MAC d'annuler cette cérémonie. Le MAC, donc, n'a pas le droit, demain, 14 décembre, d'organiser sa cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, alors qu'elle était prévue demain à 13h. Demain à 13h, le MAC devait commencer sa cérémonie. Il y avait effectivement plus de 900 invités, notamment des personnalités issues du Parlement marocain, Parlement israélien, d'un parti politique israélien, parti politique marocain, canadien, français, et quelques personnalités même du Parlement européen. Donc c'était un événement qui devait être prestigieux. Le MAC, dès qu'il a appris cette mauvaise nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle pour le MAC, il a engagé 2 avocats. Il a engagé 2 avocats dont nous avons révélé les noms tout à l'heure. L'un de ces 2 avocats est d'ailleurs le défenseur de Benyamin Netanyahou en France, un avocat français. Le deuxième, c'est un avocat très connu, il est chroniqueur sur CNews. On avait révélé son nom, les 2 noms tout à l'heure, et ils ont engagé ce qu'on appelle un recours devant devant le tribunal administratif de Versailles en référé. Le référé, c'est quoi? C'est des procédures d'urgence judiciaire à travers lesquelles des personnes saisissent ou des collectivités ou des mouvements de la société civile saisissent comment on appelle ça? Saisissent des juges des référés, ce qu'on appelle les juges des référés pour Godnaden, voilà. Merci pour Athénéa. Merci. Donc, au niveau du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu donc une procédure qui sera enclenchée. Quand cette procédure sera enclenchée, qu'est-ce qui va se passer? Les juges vont se prononcer sur la légalité du recours du MAC. C'est-à-dire qu'un juge du tribunal, un juge des référés ou là du tribunal administratif de Versailles, il peut par exemple dire
le préfet il a eu tort, il n'avait pas le droit d'autoriser ou il n'avait pas le droit de permettre ce rassemblement ou de permettre il n'avait pas le droit d'interdire ce rassemblement ou il n'avait pas le droit d'user de sa force légale ou de sa loi ou de sa position de préfet pour interdire ce rassemblement, comme les juges les juges des référés du tribunal administratif de Versailles peuvent dire non, c'est pas, on maintient la décision, elle est défendable, il y a un risque majeur de trouble à l'ordre public et donc ce rassemblement, cette action ou cette manifestation du MAC ne peut pas se tenir. La décision, le verdict des juges référés, des juges du tribunal administratif de Versailles, elle peut survenir dans la nuit, dans les moments dans les heures à venir, ou plutôt dans comment dirais-je, dans les heures à venir ou demain matin. C'est wahda minhum. Mais vraiment wahda minhum, yani, ou dans les heures à venir ou demain matin au maximum. Mais vraiment au maximum. C'est une procédure d'urgence. Il faut savoir que dans la loi française, le tribunal, ce qu'on appelle la procédure des référés devant le tribunal administratif de Versailles, devant tous les tribunaux administratifs de France, elle ne peut avoir lieu que pendant les jours de la semaine. Mais s'il y a le caractère d'urgence absolue, qui est retenu par les juges peuvent siéger le samedi ou le dimanche matin et rendre leur verdict. Donc le MAC, il est suspendu maintenant, le sort de la cérémonie de déclaration de l'indépendance unilatérale du MAC, son sort est suspendu à la décision des juges du tribunal administratif de Versailles. S'ils décident de valider la mesure d'interdiction du préfet des Yvelines, elle ne pourra pas avoir lieu. Si au contraire les juges décident d'invalider la décision du préfet et donnent raison aux avocats du MAC, eh ben le MAC pourrait organiser cette cérémonie le plus normalement possible. En France, comme vous le savez, c'est la justice qui prime au-dessus de l'administration et la justice peut annuler des arrêtés préfectoraux et elle peut demander au préfet de revoir leurs mesures et de ne pas interdire certains événements publics. Voilà globalement ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous concernant le document que nous avons obtenu et voilà les principales raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines, Frédéric Gross, a décidé, je rappelle encore une fois, il était un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, donc il est très très proche du plus haut sommet de l'État français. Voilà les raisons pour lesquelles il a décidé d'annuler ou d'interdire la manifestation du MAC. Reste maintenant la décision du tribunal administratif. Si elle tombe avant la fin de notre live, on va la partager avec vous. Si elle sera partagée demain, si elle sera diffusée demain, eh ben on va la diffuser, on en parlera demain si elle va être annoncée demain. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une pression politique de la part des autorités algériennes qui a abouti à cette interdiction? Est-ce que c'est une pression politique qui a été exercée sur les autorités françaises? C'est fort possible. Mais ce qui est d'ailleurs normal. Il est normal que l'Algérie agisse ou utilise des leviers pour essayer d'interdire cette manifestation du MAC. N'importe quel pays. Vous imaginez quel pays, quel État aurait accepté que sur le territoire d'un pays étranger, un mouvement séparatiste organise une cérémonie publique et une grande annonce de la sécession d'une partie de son territoire national. Donc que l'Algérie exerce des pressions, ça c'était attendu. C'est même de bonne guerre. Le contraire aurait été choquant, même bouleversant. Mais est-ce que les autorités françaises ont annulé cet événement parce qu'elles ont subi des pressions algériennes? Ça, on n'en a aucune preuve. On n'en a aucune preuve parce que le MAC active en France, il a déjà fait plusieurs rassemblements, il a déjà échangé il a déjà parlé avec les autorités, il a déjà échangé avec les élus français, les élus du peuple français, avec même des décideurs politiques français. Les responsables du MAC ont même été accueillis au sein de certaines institutions politiques et publiques françaises. Donc je ne crois pas que c'est la pression algérienne. Je crois qu'il y a eu des pourparlers. Je crois que Emmanuel Macron est intervenu lui-même dans ce dossier pour dire, voilà, si le MAC déclare l'indépendance de la Kabylie depuis le territoire français, c'est une immense provocation
complication pour le pouvoir algérien et pour l'Algérie tout entière, et ça va aggraver les tensions entre les deux pays, et ça va semer davantage la zizanie entre Alger et Paris, et ça va pas nous aider à améliorer nos relations, et ça va pas du tout nous permettre de, comment dirais-je, de trouver des solutions à l'impasse dans laquelle se trouvent les relations franco-algériennes. Je pense que la France, effectivement, elle a fait une concession. Elle a fait une concession pour permettre le retour à la normale de ces relations. Parce qu'un tel événement qui s'était déroulé un tel événement, s'il a pu avoir lieu, ça aurait été, je dis bien, catastrophique pour les relations franco-algériennes. Maintenant, est-ce que c'est une défaite pour le MAC? C'est pas sûr. Parce que le MAC, au contraire, ça va lui servir de publicité. Tout ce qui va être décidé contre le MAC ou au profit du MAC est récupéré politiquement par le MAC. Le MAC, pour le moment, il ne fait que de la récupération. À chaque fois qu'il est interdit de faire quelque chose, ou à chaque fois qu'on lui demande de ne rien faire, ou à chaque fois qu'il est rejeté ou la repoussé, et lui, il fait de la récupération, il fait des annonces. D'ailleurs, il a fait un communiqué de presse. Je crois que Farhat Mhanni, il a fait tout à l'heure une déclaration dans une vidéo, c'est ce que j'ai cru savoir. Donc le MAC va communiquer massivement sur ce qu'il va qualifier comme étant un abus de pouvoir, une violation de la liberté d'expression. Sachant aussi qu'il y a des partis politiques de la droite et de l'extrême droite française qui ne manqueront pas de se solidariser avec le MAC et d'appuyer le MAC dans son combat ou dans ce qui est qualifié comme étant un combat ou une cause ou je ne sais pas quoi. Donc le MAC, il est là, il essaie de récupérer politiquement l'événement, il essaie de, comment dirais-je, il essaie de se défendre, enfin, il jongle avec les situations. Le MAC, il jongle avec les situations. Si on le laisse parler, il profite du vide, il profite de toutes les autorisations, il profite de tous les champs de liberté d'expression et de liberté publique que la France lui concède. Si on le laisse pas parler ou si on l'empêche de parler, eh ben c'est la même chose. Il va jouer sur la fibre des libertés publiques et individuelles et sur les conséquences pour les libertés publiques et individuelles de la censure, etc. Il va essayer de monter au créneau pour dire, voilà, même en France, je suis persécuté. En tout cas, le coup médiatique du MAC, il est là. Sur le plan médiatique, il est gagnant. Sur le plan politique, il n'est pas gagnant, par contre. Sur le plan médiatique et sur le plan politique, il n'est pas gagnant. Parce que, déjà, je sais pas si il va être remboursé pour les 60 000 € de la salle du Palais des Congrès de Versailles. Mais déjà, il y aura un coût important pour le MAC. Parce que sur le plan politique, il y aura des délégations qui vont venir de tous les pays, de plusieurs pays du monde, du Canada, du Maroc, d'Israël et des autres pays européens, ne seront pas correctement pris en charge. Selon les informations, d'ailleurs, le MAC a fait lui-même un communiqué tout à l'heure, il a dit qu'il y a un plan B, Le MAC, à 18h, il va maintenir la déclaration de l'indépendance unilatérale de la Kabylie, il va la diffuser, Farhat Mhanni va s'exprimer sur les réseaux sociaux, de 1, il va y avoir une déclaration sur les réseaux sociaux. Apparemment, à Versailles, toujours, il y a un autre lieu. Le MAC a anticipé le coup, même s'ils s'attendaient pas que l'interdiction va tomber à la dernière minute, mais ils ont prévu un autre endroit, une salle privée, un endroit privé beaucoup plus restreint et beaucoup plus modeste, dans lequel ils vont se retrouver avec leurs invités pour faire cette déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Voilà ce que nous savons pour le moment sur cet événement. Et si vous avez des questions à poser, marhaba bikum. Je mets fin à l'enregistrement pour YouTube que je vais diffuser maintenant sur YouTube. Je répète, tout ce que on est en train de se dire, tout ce que cet échange, ces questions, cet échange, les questions que vous nous posez, les réponses qu'on pourra vous apporter, les débats qu'on va faire ensemble, vous allez retrouver l'intégralité de cet enregistrement sur notre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez compris les enjeux et les tenants, les aboutissants de cette interdiction imposée par le préfet des Yvelines? Encore une fois, on vous a montré un document exclusif que nous avons obtenu, voilà, et que nous avons partagé avec vous. Il a été mis sur Internet? Je sais pas. Donc, s'il a été mis sur Internet plus tard, ça, je n'en sais rien. En tout cas, nous, on avait obtenu dès les premières heures, dès les premières minutes de la décision qui est tombée pratiquement vers 18h, etc. Mesdames et messieurs, on n'a pas pu donc le partager rapidement avec vous, et là, on peut le partager avec vous. Donc, en attendant de partager ce premier extrait sur YouTube, est-ce que vous pouvez préparer des questions? Voilà.
sérieuses, même si vous n'avez pas des questions sérieuses, ya jama'at al-khair, on va en parler. On va se reposer un peu. C'est important pour nous d'être sur les deux le. Ya jama'at al-khair, il y a des gens qui me font des remarques sur le sapin. Allah yahdikum. Moi je suis. Est-ce que vous savez que la chrétienté est est une composante, est une... attendez, pas que je publie la vidéo sur YouTube, parce que, des sapins, ma sapin. Comme joyeux Noël, joyeux Eid, je fête toutes les fêtes musulmanes, les fêtes chrétiennes, les fêtes juives, les fêtes bouddhistes. Là où il y a une fête, moi je la fête. Voilà, on va partager ensemble. Très kabar, yajma'a. Voilà. Comme ça, les gens qui ont raté la première partie, ils pourront la revoir plus tard sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, les gens qui nous font des remarques sur le sapin, moi je considère, d'ailleurs l'Algérie, je salue la décision des autorités algériennes qui ont décidé de restaurer et de rénover l'église de Sacré-Cœur au cœur d'Alger, l'une des plus belles églises d'Algérie et un lieu important pour le patrimoine culturel algérien, patrimoine historique. La chrétienté fait partie intégrante de l'identité algérienne. Il y avait des chrétiens en Algérie avant même qu'il y ait des musulmans. Il y avait des juifs en Algérie avant même qu'il y ait des musulmans. Donc s'il y a le sapin, parce que j'aime bien le sapin, j'aime bien la décoration, j'aime bien l'esprit de la fête de Noël, et il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui aiment bien cette fête et qui la célèbrent même dans l'intimité chez eux ou quand ils sont à l'étranger. Mais je pense que c'est une fête très sympathique. Voilà, je m'attends. Pour la réponse, pour la question du sapin, est-ce qu'on peut, attendez pas qu'encore 2 minutes, je publie la vidéo sur YouTube, le sujet du Mac et de la Kabylie, je sais qu'il va nous prendre pas mal de temps. C'est pour cette raison que j'ai profité dès le départ pour partager avec vous ce document. Il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Penses-tu que l'Algérie a échangé quelque chose contre cette décision d'interdiction? C'est ça ce que vous voulez dire? À échanger oblige contre le mal. Quelque chose... Ah, Christophe Glaise. D'ailleurs, la France, c'est un sujet... Merci beaucoup pour la question. Encore une fois, merci beaucoup pour la question. La France, elle obéit à une réglementation européenne. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a la Charte européenne des droits de l'homme. Il y a des réglementations européennes des droits de l'homme. La France ne peut pas expulser un individu qui est recherché par un autre pays sans respecter des procédures judiciaires. Farhat Mhani, par exemple, elle ne pourra pas l'expulser, d'autant plus qu'il il jouit du statut de réfugié politique. Ça, les autorités algériennes semblent tout faire pour l'ignorer. Donc, il est protégé par une convention internationale qui est la Convention de Genève. De deux, la France, pour expulser un individu, elle doit le juger d'abord en France et elle doit d'abord savoir s'il sera bien traité, s'il sera protégé et s'il pourra bénéficier d'un procès équitable et juste dans le pays qui le réclame. L'Algérie, pourquoi la majorité des États européens ne peuvent pas et ne veulent pas extrader les personnalités qui sont réclamées par les autorités algériennes, les personnalités notamment politiques, parce qu'en Algérie, il y a de la torture, on l'a vu dans l'affaire Ibtissam Hamlaoui, où Yassine Ben Chettah ou Hajar Zeytouni ont été dénudés, ont été torturés, ont été, encore une fois, battus, violentés, détenus arbitrairement. Donc, un pays qui torture, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne dispose pas d'une justice indépendante, qui ne garantit pas l'accès à un procès équitable, il ne peut pas
offrir des... Il ne peut pas rassurer les juges européens. Pourquoi? Parce que les juges européens, encore une fois, ils sont soumis à une réglementation européenne. La réglementation européenne, elle dit quoi? Il est quasiment interdit. Il est catégoriquement, je dis bien, il est catégoriquement interdit. Je dis bien, il est catégoriquement interdit d'expulser ou d'extrader, plutôt pas d'expulser, d'extrader vers un pays dictatorial, totalitaire, un individu qui risque d'être torturé ou d'être condamné à mort. Par exemple, les militants du MAC sont condamnés à mort. Il y a des militants du MAC qui sont condamnés à mort. Il y a des journalistes indépendants qui sont condamnés à mort. Comme moi, par exemple. Il y a des opposants qui sont condamnés à mort. D'autres qui ont été torturés, d'autres qui ont été violentés. Vu que l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme, donc les États européens, au regard des obligations qui leur sont assignées par la Cour européenne des droits de l'homme et par la charte européenne des droits de l'homme, donc ils ne peuvent pas expulser Farhat Mehani. Pour expulser un individu, même s'il est terroriste, le processus pendant 3 ans en France. Le processus d'expulsion d'un individu, d'un quelconque individu, y compris un criminel, parce que y compris les criminels et les terroristes, ou n'importe qui, ou les gens dangereux, les gangsters, ont le droit de faire des recours, ont le droit de présenter des requêtes, ont le droit de demander, de prendre des avocats, de faire pas mal de faire des procès en appel. Ils iront jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et même pour des gangsters, s'il y a un risque de torture, de mauvaises conditions de détention, de traitement inhumain ou d'absence de garantie d'un procès équitable, il ne sera pas extradé par un pays européen. Donc l'Algérie ne pourra jamais récupérer un opposant politique, comme elle ne pourra jamais récupérer un dissident ou un séparatiste, même s'il était Farhat Mehani. Donc la France ne peut pas offrir à l'Algérie ou au régime algérien un militant ou un décideur ou un dirigeant du MAC ou le leader du MAC Farhat Mehani, on est en contrepartie de Christophe Glaise. Ça, c'est pas possible. La diplomatie des otages, ça n'existe pas. Même si la France le voulait, elle pourrait pas le faire parce qu'il y a des lois. Parce que la France, elle est soumise à des lois. La France, aujourd'hui, il faut savoir que 60%, on estime qu'entre 60 et 70% des lois appliquées en France, elles doivent respecter les normes européennes. C'est simple, tapez Charte européenne des droits fondamentaux. La Charte européenne des droits fondamentaux, c'est elle qui détermine le fonctionnement. C'est elle qui détermine le fonctionnement de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne. Donc, dans cette charte-là, il y a des principes, il y a des cadres généraux, etc., plus l'autorité de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est pas possible d'expulser, d'extrader quelqu'un. Il n'y a pas d'échange. Ça, c'est le régime algérien et le régime algérien, d'ailleurs, ne veut pas échanger Farhat Mehani contre Christophe Glaise. C'est très bien qu'il ne va pas obtenir Christophe Glaise. On l'a répété, on l'a révélé, nous, dans une émission récemment, que le régime algérien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, en contrepartie de la libération de Christophe Glaise, il veut que les autorités judiciaires françaises libèrent Smaïl Rajab, qui travaillait pour le consulat d'Algérie à Créteil, et qui est l'agent du consulat d'Algérie à Créteil impliqué dans le kidnapping, la séquestration, l'enlèvement avec le tentative d'assassinat d'MRDZ. C'est l'affaire MRDZ qui préoccupe le régime algérien. Le MAC, elle est belle ou belle merde de louche. Il est réfugié politique. Mais un État européen, il peut expulser un réfugié politique. Il peut être condamné par le droit international. Le droit international l'empêche. Donc, le régime algérien essaye d'obtenir autre chose dans l'affaire Christophe Glaise. C'est l'affaire MRDZ. Pour la Christophe Glaise, c'est l'affaire MRDZ. Après, oui, c'est vrai que le 3 décembre, les autorités judiciaires algériennes ont condamné Christophe Glaise, ont maintenu sa détention et sa condamnation à 7 ans de prison pour envoyer un message de fermeté à la France, en raison aussi de ce que le MAC était en train de préparer, à savoir l'événement du 14 décembre de demain et la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Encore une fois, est-ce que vous pouvez partager ce live partout? Tapotez Jma'at al-Khair. Tapotez s'il vous plaît, tapotez bien comme il faut. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des cœurs aussi, comme ça on va augmenter la portée de ce live. Alors,
La France est un pays de droit, oui, Amazir, oui, c'est un pays de droit. Bah, c'est pas un pays parfait. C'est pas une démocratie parfaite, bien sûr. Il y a des imperfections, il y a des incohérences, il y a des abus aussi en France. Mais la France a des engagements internationaux, elle a des engagements européens qu'elle se doit de respecter. Donc c'est pour ça qu'elle peut pas négocier avec le régime algérien n'importe quoi. J'étais témoin de torture. Bien sûr, j'étais témoin de torture en Algérie. J'étais vraiment témoin de torture. Quand j'étais à la prison de l'Harrach, en octobre 2018, j'étais dans le quartier spécial de la prison d'Al-Harrach. Pendant les 20 jours de ma détention, j'ai récolté les témoignages de pas mal de prisonniers, soit les affaires de trafic de stupéfiants, ou les affaires de criminalité, de simple, de grande criminalité, ou les affaires de terrorisme. J'ai même des détenus qui m'ont montré les traces de leurs tortures. Et des tortures, des fois, c'est des sévices sexuels. La torture existe en Algérie, c'est un secret de polichinelle. Alors on a fait un témoignage de Yassine Ben Chattah et de Hajar Zitouni dans l'affaire de Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui, qui d'ailleurs n'a pas été relevé de ses fonctions. Habtolhom Serwel, quand même, ils les ont dénudés, ils les ont déshabillés, ils les ont privés d'eau et de nourriture. Pour boire de l'eau, ils étaient obligés d'aller dans les toilettes, de boire l'eau des toilettes. Si ce n'est pas de la torture, c'est quoi? Moi, quand j'étais à la prison d'Al-Harrach, les détenus m'ont montré des traces sur leur dos, au niveau de leur visage, au niveau de leur ventre, au niveau de certaines parties de leur corps. Il y avait même des sévices sexuels. Je vous assure que j'ai été avec des détenus qui m'ont raconté comment des enquêteurs ou des services de sécurité algériens utilisent des méthodes de torture pour arracher des aveux. Bien sûr, il y a des preuves. La torture en Algérie, elle est documentée. Elle est documentée. Elle est impossible. Elle est vraiment documentée. C'est pas là. ما نغطوش كيفاش نقولوا حنايا ما نغطوش الشمس بالغربال. ما نقدروش نغطوا الشمس بالغربال. اهلا وسهلا خالتي غداتي encore une fois. Merci de partager ce live. Je remercie les modérateurs aussi qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de nous éviter les insultes ou de nous éviter les attaques personnelles. Là, il y a des makhlaq, ya jma'at al-khair. Ouais, voilà. L'annulation de l'adhésion contre le journaliste. Marhaba bikoum. Non, on a déjà parlé de Christophe Glaise. Il est impossible. Oui, Christophe Glaise, encore une fois, a été en partie, l'acharnement judiciaire s'explique par ses liens avec le MAC. Et encore une fois, cette semaine passée, l'APS a confirmé que les autorités algériennes le considèrent comme un agent de propagande au service du mouvement terroriste, le MAC. Mais c'est pas il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de négociation, etc. Bon, on peut pas bloquer tout le monde. On croit à la liberté d'expression. C'est pas l'insulte. Il y a insulte et insulte. C'est les atteintes à la vie privée, les atteintes à la réputation, à l'honneur d'autrui, et les graves insultes, parce qu'il y a des familles qui nous regardent, il y a des mamans, etc. Donc, là, il y a les gens qui ont. Alors, mon avis sur le mouvement MAC, je vois. Mon avis sur le mouvement sur le MAC est très clair, très clair. Je ne partage pas ses idées. Je ne partage aucune idée du MAC. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa feuille de route. Je ne suis pas du tout d'accord avec ses revendications. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il réclame, ce qu'il souhaite, je ne suis pas du tout d'accord avec le combat qu'il mène pour la division de l'Algérie. Mais je ne peux pas, c'est pas un mouvement terroriste. Non, on peut pas condamner le MAC pour le terrorisme. On ne peut pas le dire que c'est un mouvement, il n'a pas pris les armes, il n'a pas posé de bombes, il n'a pas fait des attentats, il n'a pas fait couler le sang, il n'a fait du mal à aucune âme, à aucun ressortissant algérien. Il a des idées radicales, il a un projet séparatiste, sécessionniste, qui menace l'intégrité territoriale de l'Algérie, mais il se bat avec les idées. Il se bat avec les idées. Donc si je dois lutter contre le MAC, je dois lutter contre ses idées, en utilisant des idées. Je vais prendre des parcs comme le fait le régime algérien actuel. Je vais emprisonner les sœurs, les frères, les cousines ou les voisins ou les cousins des dirigeants du MAC, juste pour emmerder les dirigeants du MAC, juste pour se venger contre le MAC. Je suis désolé. Ça ne se fait pas comme ça. C'est comme les islamistes des années 90. Les islamistes al-Fis, il y avait des islamistes qui étaient pacifiques. Les islamistes pacifiques, il faut les combattre pacifiquement.
On les a pris dans des casernes, on les a torturés, on les a dénudés, on les a déshabillés, on a brisé leur famille, on a brisé leur vie. Il y a certains islamistes dans les années 90, on les a poussés à prendre le maquis, on les a poussés, on les a incités à monter au maquis parce qu'ils avaient subi trop de torture, trop de violence. Quelque part, on a fabriqué le terrorisme des années 90. Donc, il y a le MAC, mon avis, encore une fois, est très clair. C'est un mouvement politique que je combats, contre lequel ces idées, je les combats. Lui, je suis prêt à dialoguer, à débattre avec lui. J'ai débattu, dialogué avec pas mal de dirigeants du MAC, mais jamais de la vie, je dirais que c'est un mouvement terroriste. C'est faux, ça se fait pas. Voilà. Haj Slimane, est-ce que tu penses que l'Algérie devrait suivre le modèle américain européen, social économie? C'est une très bonne question, Haj Slimane. C'est une très bonne question. Il y a au sein des élites algériennes une conviction que l'avenir de l'Algérie ne serait pas avec l'Europe. Elle serait du côté des puissances anti-européennes, genre la Chine et la Russie. Je ne partage pas du tout cet avis. Ah, on a été bloqué 1 seconde avec cet exercice. Et voilà, nous sommes de retour. Et je m'ai partagé le live, ils essaient de nous signaler partout. Partagez ce live au grand maximum, s'il vous plaît. Partagez-le au grand maximum. Voilà, vacances à Bdjaya, je t'ai déjà vu à Bred Malmaison. Je m'attelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éviter de donner les lieux, etc. C'est une infraction par rapport à la loi. Moi, je me l'ai, peut-être il y a des gens qui veulent protéger leur intimité. En tout cas, croyez à vacances à Bdjaya, je suis heureux de rencontrer des citoyens. Comme je suis un personnage public, c'est normal que vous me voyez un peu partout, mais bon. Évitez, s'il vous plaît, de partager les données personnelles, c'est une infraction. C'est une infraction en Algérie comme une infraction dans la loi française. Mais bon, à Real Malmaison, il n'a pas donné d'adresse très précise, notre ami Vacances Abdjaya. Je te remercie beaucoup. C'est pas un reproche que je te fais. Certainement, c'est une remarque très sympathique que tu m'adresses. Effectivement, Real Malmaison, c'est une des banlieues françaises que j'apprécie beaucoup. Donc, je reviens à mon sujet. Je reviens à mon sujet qui est important. Le modèle, autant que observateur et acteur de l'actualité algérienne, je le dis et je le redis. L'avenir de l'Algérie est du côté de l'Europe et du côté de l'Occident. Pourquoi il est du côté de l'Europe et du côté de l'Occident? Pour une raison très simple. 60% de nos exportations vont vers l'Europe et l'Occident. Plus de 50% de nos importations proviennent de l'Europe et de l'Occident. Les échanges économiques, ce qui nous permet de vivre. Comment on doit déterminer les intérêts d'un pays? On détermine les intérêts d'un pays en fonction, encore une fois, de ses échanges économiques, de ce qui lui ramène de l'argent, de ce qui peut lui ramener des revenus conséquents et significatifs, de ce qui lui permet de nourrir sa population, de ce qui lui permet de répondre à ses besoins économiques. C'est comme ça qu'on détermine les relations stratégiques entre les États. On a les Russes, mais à part nous vendre des armes et leur acheter des armes, on n'a pas d'intérêt économique avec eux. On n'a aucun intérêt. Très peu d'investissements russes, très peu d'échanges économiques russes. Les Chinois, oui. Les Chinois, on a des échanges économiques importants. Mais la Chine, elle nous vend des produits. C'est devenu le premier partenaire commercial de l'Algérie. Mais il n'y a pas de réciprocité. Les Chinois nous vendent beaucoup de produits à un moment donné. On importait pour 13 à 14 milliards de dollars depuis la Chine. Mais combien de produits les Chinois nous achètent? Le gaz algérien, il est acheté d'abord par les Européens, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Grecs et les Portugais. Ensuite, les Turcs. Le pétrole algérien, il est acheté d'abord par les Européens, d'abord, et par les Occidentaux. Donc, les Chinois, on est un bon client pour eux, mais eux, ils ne sont pas un bon client pour nous. Le modèle économique, en plus, il y a une proximité historique, et géographique avec l'Europe et l'Occident. On n'est pas proche des Russes et des Chinois. On est à une demi-heure des côtes espagnoles. L'histoire de la colonisation, mais aussi l'histoire de la présence musulmane en Espagne, en Andalousie. L'Andalousie, c'est un peu les berbères algériens aussi. C'est aussi lié à l'Algérie, au Maghreb et au Maroc.
Donc, il y a une proximité historique, proximité culturelle, une proximité économique. Donc, je dis à Hachlimen, encore une fois, le modèle, les intérêts de l'Algérie sont du côté de l'Occident et de l'Europe. Et le modèle qu'on devrait produire ou dont on doit s'inspirer, c'est le modèle européen et américain. Ça ne veut pas dire que je dois m'inspirer de ce modèle, ça veut dire qu'on doit parce que certains Algériens et Algériens sont complexés. Dès que vous leur parlez de modèle américain, ou de modèle européen, ils vous disent, ah, mais تحب تخرج لنا الميني جيب تحب تدخلنا الميني جيب تحب تدخلنا واحد لي فليو تحب تدخلنا واحد je sais pas quoi. Pas du tout, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je demande. Ce que je dis, on n'est pas là pour ressembler aux Européens. On a notre culture, on a nos coutumes, on a nos différences, on a nos nuances, etc. Je dis que les intérêts géostratégiques de l'Algérie nous dictent l'obligation et la nécessité d'avoir des bons rapports avec les pays et de s'inspirer de la réussite des pays occidentaux pour réaliser nous aussi notre propre réussite. Par contre, quand le régime Tebboune se bagarre avec la France, ou se bagarre avec l'Espagne, ou se brouille avec les pays occidentaux, et regardez ce que nous avons perdu. Regardez ce que nous avons perdu de 2022 jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui, avec les crises totalement inutiles et absurdes avec l'Espagne et la France. Avec l'Espagne et la France. C'est du n'importe quoi. Ça a été du n'importe quoi. Et ça a été une erreur stratégique de la part du régime Tebboune. Est-ce que vous pouvez partager ce live partout? Alors vivement, il m'a dit, pourquoi tu n'as pas bénéficié de la réconciliation de Bouteboune? Je n'ai pas bénéficié de la réconciliation. D'abord, ça s'appelle pas la réconciliation, ça s'appelle l'initiative de Rassemblement National, qui s'appuie juridiquement, parce que beaucoup de gens me demandent quelle est la base juridique, quel est le fondement juridique de cette initiative qui s'appelle qui a permis de réhabiliter, par exemple, pas mal de militants du MAC, pas mal de militants de Rached, certains opposants algériens exilés à l'étranger, etc. Il s'appuie sur certaines dispositions de la charte pour la réconciliation nationale. Je n'ai pas pu bénéficier parce que ce que j'ai demandé légitimement ne m'a pas été attribué. Moi, je le répète, j'ai dit aux autorités algériennes, je suis prêt à revenir en Algérie et je suis prêt à vivre en Algérie, à exercer mon métier en Algérie, à condition que vous me laissez, que vous respectez le journalisme indépendant. Donc, si je suis à Alger, je fais une émission et deux, et je finis condamné à 30 ans de prison ferme, privé de ma famille, privé de ma liberté. Quelle est l'utilité pour moi d'être en Algérie? Quelle est l'utilité? Moi, je veux me battre librement pour mon pays. Je veux vivre librement dans mon pays. J'ai pas envie de vivre comme un esclave. J'ai pas envie de rentrer en Algérie pour être حياة تبون. ما نقولش حياة تبون. أنا ما نشيتش. أنا ما نشيتش يا جماعة الخير. Complètement. Moi, je suis un journaliste libre. On a besoin, pour exercer le journalisme, on a besoin d'une liberté, d'une marge de manœuvre, d'une véritable liberté d'expression, d'une véritable d'une véritable indépendance dans le travail. Et si les lois algériennes répressives actuelles, et si la répression et la persécution généralisée actuellement en Algérie, elle se poursuit, je suis désolé, on ne pourra pas continuer, je ne pourrai pas exercer mon métier. Donc, à quoi ça... C'est comme si vous allez demander à quelqu'un qui est libre à reviens, rentre en prison. La prison, c'est mieux. Mais je suis pas malade mental. Je suis pas malade mental, vivement. J'ai discuté avec les autorités algériennes, j'ai formulé des revendications qui sont très simples. Le respect des libertés publiques et individuelles et le respect de la liberté de la presse. On m'a pas donné des garanties dans ce sens. J'ai pas pu bénéficier de l'Mchamel. Moi, je cherche pas à revenir en Algérie pour vivre comme un esclave. Moi, je cherche à contribuer au développement de mon pays en tant que journaliste libre et indépendant. Un pays où les journalistes ne sont pas libres et indépendants n'est pas un pays digne de ce nom, ni digne de confiance. Écho. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour l'avenir du pays? La montée du fanatisme, la montée du radicalisme, la montée en puissance des idéologies radicales et la montée de le renforcement, l'aggravation de la médiocrité des élites algériennes. Ce qui m'inquiète, c'est Echo. Ou l'Arte Echo, je sais pas ce que... parce que là, tout le monde est avec des pseudonymes.
les citoyens algériens sont de plus en plus désespérés, déprimés. On le voit avec le phénomène des haragas. Quand vous avez une femme enceinte qui, à 9 mois, et à quelques semaines de son accouchement, elle prend le risque de traverser la Méditerranée. Quand vous avez des mamans qui prennent des fillettes en bas âge pour fuir le pays, pour aller en Méditerranée, et mourir en mer, comme on l'a vu avec la tragédie qui a eu lieu il y a de cela 3-4 jours au large des côtes de Cherchel, dans la wilaya de Tipaza, ou ce qui s'est passé du côté de Cap Genet, à la fin du mois de novembre, où des enfants et des parents meurent et sont décédés. Quand je vois ce réservoir de désespoir, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'Algérie. D'abord, c'est le désespoir. Le désespoir de sa population. 2, la médiocrité de ses élites. Quand je vois des gens qui m'aiment Rezik, quand je vois le discours populiste de Tebboune, ses erreurs, les chiffres qu'il ne maîtrise pas, les mensonges qu'il dit dans ses discours, son incapacité à régler des problèmes simples, comme par exemple la gestion des bus, comme par exemple la gestion du chômage, comme par exemple la gestion de la question du logement, ou la gestion de la valeur de la monnaie. Et ben, je suis très inquiet. Quand je vois les discours des politiques algériens, quand je vois l'actuel patron du FLN, comment il parle, quand je vois que l'actuel patron du RND, qui prend une pomme, c'est une réalisation. La preuve qu'on est bien une pomme. La pomme existe depuis l'Antiquité. Mais la pomme, quand je vois cette médiocrité, je suis très inquiet pour l'avenir de mon pays. Et troisièmement, quand je vois le fanatisme, quand je vois comment certains Algériens et Algériens investissent les réseaux sociaux pour appeler à la haine, pour détester, pour diaboliser l'autre, quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'esprit d'écoute, je suis très inquiet. La conjugaison de ces 3 éléments, fanatisme, intolérance, médiocrité des élites et désespoir de la population, ça donne naissance, ça engendre un pays malheureux. Un pays malheureux, c'est quoi? C'est un pays qui ne peut rien produire. Et qui ne produit rien d'intéressant. Et qui peut vraiment causer du tort. Et qui peut se causer du tort à lui-même. Et causer du tort à sa propre population. Voilà ce qui m'inquiète le plus pour l'avenir du pays. Tapotez, tapotez. Merci pour les cœurs, merci beaucoup pour les cadeaux que vous envoyez. Merci beaucoup, Ejma'at al-Khair. Est-ce que tu as des sympathisants dans le pouvoir algérien? Oui, j'ai des sympathisants. Comment il appelle celui-là? Ahmed, oui, Ahmed. Ahmed. J'ai beaucoup de sympathisants au sein du pouvoir algérien, bien sûr. La preuve, comment j'obtiens mes informations? Si j'ai pas des sources au sein des pouvoirs algériens, au sein des services de sécurité, au sein de la présidence algérienne, au sein du gouvernement algérien, au sein de la justice algérienne, si on n'a pas des sympathisants qui croient en nous, qui croient en notre combat et qui nous apprécient notre personne, et qui des fois ils apprécient pas notre personne, mais ils apprécient notre personnalité, c'est-à-dire ce que nous incarnons, cette volonté de se battre pour le journalisme indépendant et de révéler les dessous de l'actualité algérienne, de défendre l'intérêt général du pays et quel que soit et de dénoncer les dirigeants algériens dans leurs méfaits, dans leurs dérives et dérapages. Ça prouve quoi? Ça prouve que nous avons donc des sympathisants. Bien sûr que nous avons des sympathisants. Heureusement que nous avons des sympathisants. Et ils sont de beaucoup plus nombreux que vous l'imaginez. Et c'est grâce à ces gens-là que je remercie d'ailleurs, ils risquent leur vie. Parce que quand on est à l'étranger, on commence sur TikTok, c'est très facile. Mais quand on travaille au sein d'une institution algérienne et on prend le risque de donner une information, ou des documents, ou des dossiers, ou des données à un journaliste indépendant, dissident et détesté par le gouvernement ou le régime algérien, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque, Ejma'at al-Khair. Marhaba. Axel qui nous demande d'être de l'espoir en Algérie. J'ai toujours répondu à celles et ceux qui m'ont dit, qui me disaient est-ce que tu es pessimiste, pourquoi est-ce que tu es pessimiste ou optimiste? Je leur dis toujours, je n'ai pas le luxe, je ne peux pas me permettre d'avoir le luxe d'être pessimiste. Bien sûr, il y a de l'espoir en Algérie, nous sommes une population jeune, la jeunesse compose la majorité de la population, la moyenne d'âge, nous avons la génération Z en Algérie, c'est pratiquement 50% de la population qui est âgée de moins de 28 ans. Entre 44-45, hein, presque 50%. Ne me reprochez pas des erreurs sur quelques imprécisions. Mais sûr, j'ai de l'espoir. On est un grand pays, on est un pays qui regorge de talents, on est un pays où il y a beaucoup de gens intelligents, où il suffit juste qu'on ait les bons dirigeants et on peut décoller. Il faut vraiment qu'on ait des bons dirigeants et on va vraiment décoller.
vraiment, on va décoller. Il suffit juste d'avoir des dirigeants qui soient légitimes et qui soient surtout compétents, honnêtes et intègres. Donc oui, je suis absolument optimiste. Sinon, je me réveillerai pas chaque matin pour me battre pour vous donner les informations les plus détaillées ou les informations les plus fiables. On va prendre d'autres questions. Comment vous vous sentez? Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Franchement, c'est une question qui me hante. J'ai remarqué que quand on diffuse des émissions pour dénoncer les dirigeants algériens, pour parler des affaires de corruption, par exemple, pour parler des scandales des dirigeants algériens, on récolte toujours des vues, des millions de vues, des milliers de vues. Mais quand on diffuse des émissions pour parler de la mort des haragas algériens en Méditerranée, la mort de bébés, la mort de femmes enceintes, la mort de familles entières, ces vidéos ne marchent pas. Très peu de vues, très peu de partages, quelques commentaires, mais pas plus. Est-ce que pour vous, la mort des Algériens et des Algériens en haute mer, en Méditerranée, est-ce que c'est devenu quelque chose de banal? Et vraiment, est-ce que pour vous, ça s'est banalisé? Je crois que personne n'a envie de répondre à ma question. Hélas, oui. Quelqu'un me dit que hélas, oui. Donc, oui, malheureusement, Amin Bled, ça s'est banalisé, oui. Voilà. Personne ne les a poussés à prendre... Bah si, mon cher ami. Bien sûr, comment ça, personne ne les a poussés à prendre des risques? Si un être humain était heureux dans son pays, pourquoi des familles entières quitteraient l'Algérie à bord d'embarcations? Pourquoi ils vont fuir le pays sur des embarcations s'ils étaient heureux dans leur pays, s'ils avaient leurs droits fondamentaux, s'ils étaient épanouis dans leur pays, s'ils avaient accès au logement, s'ils avaient accès à l'emploi, s'ils avaient accès à une justice indépendante, s'ils étaient bien traités, ils n'iraient pas fuir le pays? Est-ce que vous avez vu des Émiratis ou des Qataris fuir leur pays sur des embarcations? Est-ce que vous avez vu des Américains ou là des Français ou là des Suisses ou là des Allemands ou là des Suédois fuir leur pays sur des embarcations de fortune? Ben non, on les pousse. Bien sûr qu'on les pousse. On les incite. En les persécutant, en les réduisant à la misère et en les réduisant aux atrocités, en leur infligeant les atrocités de la dictature, et bien sûr qu'on les pousse. Bien sûr qu'on les pousse à partir. Pour que ça, il me dit, fais monter Abdou, voilà. Nous sommes tellement habitués aux morts. Mais on ne peut pas s'habituer aux morts, Ejma. Non, moi je comprends franchement. Moi j'ai l'impression, c'est ce que la question de Echo tout à l'heure m'a interpellé. Je pense que, et c'est exactement, pourquoi je suis inquiet. Quand une société est insensible au sort des enfants, des femmes enceintes et des familles entières qui fuient le pays à bord d'embarcations, c'est une société qui est malade. Mais vraiment, c'est une société qui est malade. Ça, c'est inquiétant. Vraiment, c'est inquiétant. Est-ce qu'on va prendre d'autres questions? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ça quoi montre le régime? Alors... Tu es intéressant, merci le baise. Les gens n'aiment pas parler de la mort, ouais, mais parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on ne peut pas parler, on n'aime pas parler, mais on parle. Le jeune ministre Walid Yassine. Walid Yassine, quelqu'un m'a posé la question sur Walid Yassine. Walid Yassine, j'ai déjà parlé de lui et j'ai déjà fait des révélations. Je me suis longtemps tu sur son cas. La dernière révélation que nous avons fait sur lui, qui concerne Karim Tabou, et comment il a piraté et arnaqué et manipulé Karim Tabou pour voler toutes ses données et les donner au service de sécurité algérien. Je pense que c'est une émission qui a beaucoup qui a beaucoup fait parler d'elle. J'essaie de la retrouver pour vous la montrer. Ah là 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 là. C'est une incroyable séquence. Condamné à la prison. On l'a fait récemment l'émission en plus.
Des fois, sur le moteur, sur la plateforme de YouTube, je retrouve pas les émissions facilement. Yassine Ouelid, on en a parlé. Ourtèche, attendez, je la retrouve. Mais allez, je vous attendais 2 secondes. Yassine Ouelid, Karim Tabou. C'était au mois de septembre, je crois, que je l'avais fait cette émission. Vraiment, c'était au mois de septembre. Hein. Bon. Je n'arrive pas à la retrouver, les amis. On en a parlé en tout cas. Yassine El Ouelid était un ami. Je l'ai connu en avant 2017. Je l'ai connu en 2015 et en 2016. Je l'ai connu, il était étudiant à la faculté de médecine de Sidi Bel Abbas. Il n'avait ni au logis à Alger, il n'avait ni de quoi acheter des vêtements, il n'avait ni de quoi se nourrir. C'était un jeune qui commence, un talentueux webmaster. Et il avait des compétences en tant que hacker. Je l'avoue. Je l'ai fréquenté je l'ai connu quand j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus. Et j'étais d'ailleurs actionnaire de ce média Algérie Focus qui a coulé par la suite, à la suite d'une grosse dispute que j'ai eue avec ses actionnaires en 2017. De 2015 à 2010, avant de fonder Algérie Part, Yassine Ouelid, le plus jeune ministre du gouvernement algérien, était mon ami. Était vraiment un ami personnel. Il rentrait chez moi, le ramadan mangeait chez moi, il connaissait mes enfants, il connaissait ma famille. À Alger, on sortait ensemble, on mangeait dans les restaurants ensemble. Et on était vraiment très proches. Je l'avais aidé à l'époque, il avait créé une agence, il travaillait pour un hébergeur de sites web, qui était basé dans la zone, à Sidi Abdallah, la nouvelle ville technologique de Sidi Abdallah. Le pôle technologique, il y avait un pôle de sources pour les startups algériennes, etc., à Sidi Abdallah, le parc des entreprises algériennes à Sidi Abdallah. Et il s'était disputé avec sa première société, il avait créé sa propre agence de communication digitale, de création de sites web, d'hébergement de sites web, de cloud, etc. Je l'avais aidé à remporter des marchés à Alger. Il venait de Sidi Bel Abbas, il ne connaissait pas Alger. Vous savez, en Algérie, on a ce problème, il y a la capitale, il y a les provinciaux. Quand on n'a pas de connaissances, on n'a pas de réseau, c'est compliqué de percer à Alger. Je l'ai accueilli, je lui ai ouvert mes bras, parce que c'était un jeune très intelligent. En informatique, il était très intelligent et performant. Je l'ai aidé et on était devenus amis. Algérie Part, il m'a aidé à créer le site Algérie Part, je dois le dire. C'est lui qui m'a créé le site Algérie Part. C'est Yassine Ouelid. Il m'a créé le site Algérie Part, il m'a hébergé, il m'aidait à le gérer. Et tout se passait bien jusqu'à 2019. On était les meilleurs amis du monde. Il y avait des dossiers, il était même l'une de mes sources. L'une de mes sources, quand il avait une information, ou quand quelqu'un avait un dossier intéressant, ou quand il voulait me mettre en contact avec quelqu'un qui voulait dénoncer un scandale, ou un témoin clé d'une affaire scabreuse, il m'aidait volontairement. Mais vraiment, volontairement. Ensuite, 2019, à l'époque de Wassine Bouaz, moi je savais j'étais pas bête, je savais qu'il travaillait avec les services secrets algériens. Quand je partais à Ben Aknou, je l'ai croisé plusieurs fois en train de sortir de la caserne Antar. Je l'ai croisé plusieurs reprises. Je savais qu'il travaillait pour les services secrets. Mais je suis pas con, j'ai mes sources. Mais là, je me suis dit, c'est un patriote. Il a des compétences techniques. Il est performant en informatique, en tant que hacker. Il aide les autorités de son pays à résoudre certains problèmes de sécurité, ou là, certains problèmes de cybercriminalité, contre la cybercriminalité, ou là, certains problèmes de cybersécurité. Donc, j'étais complètement... J'avais pas d'inquiétude. Je dis la vérité. C'est comme si demain, dans tous les pays du monde, des services de sécurité recourent aux jeunes les plus talentueux de leur population. En France, ou là aux États-Unis, en Israël, en Chine ou en Russie, les États travaillent ou essaient de recruter ou d'embrigader ou d'avoir des bonnes relations avec les génies en informatique de leur population. J'avais pas de problème. Sauf qu'en 2019, lui, il était très pro-Yassine Bouazza. Il était anti-Hirak. Khadmou bih. Les services secrets algériens, khadmou bih. Quand je ne voulais pas soutenir Gaïd Salah de façon
parce qu'encore une fois, avant 2019, il y avait une autre Algérie. On pouvait, le système pouvait nous tolérer, le système pouvait tolérer notre existence, tout en acceptant qu'on soit opposant. C'est-à-dire, on avait une marge de manœuvre. On pouvait être d'accord avec le système sur certains dossiers, sur certaines positions, et même l'aider le système à véhiculer une certaine version, ou là une certaine, ou là lui communiquer certaines informations, ou là on acceptait de ne pas enfreindre certaines lignes rouges, mais on avait une marge de manœuvre. 2019, après la crise politique, il y avait un régime autoritaire, militaire qui s'est imposé, Maguey Saleh. Et moi, j'étais critique contre ce régime autoritaire militaire, et je critiquais Wassini Bouazza, et j'aimais pas du tout ce que Wassini Bouazza était en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Le régime, le Wassini Bouazza de la DGSI, qui était patron de la DGSI algérienne, le renseignement intérieur, demande à Yassine Ouelid de me bloquer Algérie Part. Il m'a bousillé le site Algérie Part. Habs les gars, le site. Le site est devenu inopérationnel, vraiment pas du tout opérationnel. Je l'ai contacté, j'ai compris que c'était lui. Il m'avait fait comprendre qu'on lui a demandé de le faire. Et que Wassini Bouazza lui a demandé de me bousiller mon média. Algérie Part était à l'époque l'un des rares médias encore en activité, libre et indépendant. Comme on était à l'étranger, on pouvait critiquer le régime Gaïd Salah et faire des révélations sur les pratiques dictatoriales et la répression des militants du Hira qui commençaient à se mettre en place en prévision des élections présidentielles de décembre 2019. Il m'a bousillé le site. Il m'a trahi mon amitié juste pour servir Wassini Bouazza. Il a une seule achara les binatna. D'ailleurs, Wassini Bouazza, tellement il a apprécié cet engagement, cet dévouement dont a fait preuve Yassine Ouelid, que c'est lui qui a convaincu Tebboune, c'est lui qui l'a présenté à Abdelmajid Tebboune et qui l'a introduit près d'Abdelmajid Tebboune pour qu'il devienne ministre, le plus jeune ministre de l'histoire de l'Algérie, dès le premier gouvernement de Tebboune en janvier 2020. Mais l'incroyable, ce qui est Yassine Ouelid, Wassini Bouazza, son parrain, il est tombé, il a fini en prison en avril 2020. Pour autant, normalement, tous les individus qui ont collaboré ou qui ont été parrainés ou qui ont été placés sous la protection de Wassini Bouazza étaient par la suite purgés, nettoyés, rejetés, repoussés par le pouvoir, voire même on leur a fait des problèmes, on les a harcelés, on les a même menacés. C'est pas le cas de Yassine Ouelid. Pourquoi? Parce que Yassine Ouelid est un malin. Vous savez, vous lui faites confiance facilement. Franchement, vous lui faites confiance vraiment facilement. Yassine Ouelid, il est sympathique, il a la tchatch, il joue le miskin, etc. Rapidement, vous l'adoptez. Vous l'êtes familier, c'est une brebis, c'est un loup habillé en brebis. Dhib, ça qui tchouvou, il un loup habillé en brebis. Il a séduit le fils de Tebboune. Il est arrivé jusqu'à séduire le fils de Tebboune. Il a séduit les conseillers de Tebboune. Il a séduit Abdelmajid Tebboune. C'est un jeune, quelqu'un est en 2020, en 2021, il allait à la présidence pendant la pandémie de la Covid-19. C'est lui, en tant qu'informaticien, il organisait les réunions par visioconférence du gouvernement. Il s'était approché des membres de la famille Tebboune qui l'ont adopté, qui l'ont vraiment adopté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'a plus besoin de son ancien parapluie. Il est devenu, après avoir été introduit au sein du pouvoir algérien par les services secrets, il est devenu l'ami intime de certains membres de la famille Tebboune et de certains conseillers de Tebboune. Il leur rend service. Comme c'est un hacker, il leur fait des opérations de piratage, il leur ramène des informations privées sur des personnes qui sont proches de leur entourage, ou là qui sont leurs adversaires. Et c'est comme ça qu'il a été adopté par le pouvoir et protégé. Et c'est pour ça que Abdelmajid Tebboune l'a maintenu comme ministre à la tête du ministère de l'Agriculture, alors qu'il n'a rien à voir avec l'agriculture. Yassine Ouelid, il a fait médecine et maîtrise d'informatique. Je crois qu'il n'a jamais exercé comme médecin. Ça doit être même petit Sam Hamlaoui. Elle a fait des études en médecine, mais elle n'a jamais exercé en tant que médecin. Voilà l'histoire de Yassine Ouelid. C'est quelqu'un qui m'a trahi en tant qu'ami. C'est quelqu'un dont j'ai jamais voulu parler, jusqu'à ce que je découvre ce qu'il a fait à Karim Tabou, où il est parti chez le domicile familial de Karim Tabou, quand Karim Tabou travaillait dans une école privée en 2019, à Alger. Le patron de cette école privée, il connaissait Yassine Ouelid, parce que Yassine Ouelid était un de ses prestataires, il leur gérait leur site internet et leur base de données.
Et Yassine El-Walid est venu dans le domicile familial de Karim Tabou pour lui réparer son ordinateur. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a placé un flash disk, qu'il lui a volé toutes ses données. Il lui a siphonné tout son ordinateur. Et quelques jours plus tard, il a été arrêté par les services secrets, par la DGSI de Wassini Bouazza. Il a été emmené à la caserne Antar. Et depuis, et ensuite, juste après, il a été emprisonné. Et quand Karim Tabou était entre les mains des enquêteurs de la DGSI, il a bien vu que les enquêteurs de la DGSI, à l'époque Wassini Bouazza, ils avaient récupéré toutes ces discussions, tous ces fichiers privés, tous les documents privés qu'il avait dans son ordinateur. Et tous les messages qu'il avait stockés dans son smartphone, parce que Yassine El-Walid, il lui a configuré son smartphone, il lui a configuré, parce que Karim Tabou l'a appelé quand le compte Facebook de Karim Tabou a été piraté à l'époque. Et c'est Yassine El-Walid qui est venu à son secours. En fait, il l'a enfoncé encore davantage et il a violé sa vie privée, il a espionné au profit de Wassini Bouazza, du général Wassini Bouazza. C'est quand j'ai découvert ce scandale que je me suis dit, c'est bon, je peux pas le protéger ce gars, je peux vraiment pas le protéger, il faut que je révèle ça, il faut que les Algériennes et Algériens sachent ce qu'il a fait de mal à ses compatriotes et comment il est tellement dangereux. Pour moi, il est devenu un homme dangereux qui ne mériterait pas de rester au plus haut comme ministre au sein du gouvernement. Comme il est presque minuit. Quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce que tu penses de Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, oui, il y a quelqu'un, ça fait 3-4 jours qui nous pose la même question. Air du temps, merci beaucoup Air du temps. Je suis désolé parce que je devais te répondre depuis le début de ces lives. Tu m'as posé vraiment cette question depuis assez longtemps. Alors Rachid Nekaz, c'est je dirais pas c'est un ami, on n'était pas du tout amis. De 2017 jusqu'à 2021, même jusqu'à 2019-2020, il me détestait, il me supportait pas parce que je l'ai critiqué, parce que j'ai enquêté sur lui et parce que j'étais totalement contre ses méthodes de faire de la politique. Quand Rachid Nekaz venait à Paris, d'abord il a menti dans pas mal d'affaires. L'affaire Oued Qaddar, il a menti. Il a perdu son procès contre le fils de Oued Qaddar, Nassim Oued Qaddar à Paris. Ce qu'il a fait à Saïdani, j'étais pas d'accord. Bien sûr, j'étais contre les violences, comment le neveu de Saïdani, l'ancien patron du FLN, comment il a massacré, comment il a battu, etc. Mais avec la méthode à Rachid Nekaz, je pars dans les domiciles personnels, où là je pars dans les adresses personnelles des dirigeants algériens et je m'attaque à leur famille, où je filme leur adresse. Et là, j'étais contre cette méthode. J'étais complètement contre cette méthode parce que pour moi, la vie privée des dirigeants algériens, ça ne m'intéresse pas et c'est pas comme ça qu'on devait faire. Et puis, je vais pas, l'histoire elle est très longue. J'ai relevé pas mal d'incohérences, d'erreurs et je dirais d'erreurs et d'incohérences dans les dénonciations, dans les informations qui étaient véhiculées par Rachid Nekaz. Mais quand il a été emprisonné, j'étais complètement solidaire avec lui. Dès qu'il a eu ses mésaventures à la fin de l'année 2019, ensuite durant l'année 2021 et 2022, vous connaissez les multiples 6 jours de Rachid Nekaz en prison, j'ai mis de côté toutes mes divergences et je me suis solidarisé avec lui et j'ai dénoncé son arrestation et j'ai fait pas mal d'articles et d'émissions pour exprimer ma solidarité avec lui encore une fois et pour demander sa libération et j'ai défendu sa cause. Quand il était sorti de prison, il m'avait remercié et on a des rapports et des contacts totalement chaleureux. Maintenant, le personnage est intéressant, mais je ne partage pas tout. C'est un très bon politicien. Rachid Nekaz, personne ne lui enlèvera le mérite qu'il a été l'un des éléments déclencheurs du Hirak de 2019. S'il n'y avait pas Rachid Nekaz qui sortait sur le terrain, qui partait à Khenchla, qui partait à Tlemcen, à chaque fois il veut être candidat aux élections présidentielles, à chaque fois il mobilise. C'est un excellent politicien. C'est lui qui a d'ailleurs introduit dans la vie politique algérienne l'usage des réseaux sociaux. Avant Rachid Nekaz, les dirigeants algériens, ou les politiques algériens ne connaissaient pas les réseaux sociaux, n'utilisaient pas les réseaux sociaux, il faut dire la vérité. Rachid Nekaz, il a introduit cela. Il a permis au président de partis politiques, etc., d'utiliser les réseaux sociaux, d'être présent, fortement présent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est lui qui a modernisé l'exercice de la politique. La présence sur le terrain, Rachid Nekaz, il a fait le tour du pays. Il faisait pas la politique sur des plateaux de télévision. Mais sa façon de vouloir faire du buzz à chaque fois,
sa façon de vouloir, de provoquer des fois les polémiques stériles, je ne la partageais pas. Quelques-unes de ses propositions excentriques, je ne les partage pas, mais je le respecte, c'est un excellent politicien. Voilà ce que je pense de lui, même si je ne suis pas d'accord avec certaines de ses méthodes. Mais c'est quelqu'un qui apporte du tonus et du souffle au paysage médiatique algérien, au paysage politique algérien. Alors, Axel, mais pourquoi personne ne peut arrêter Ibtissam Hamlaoui? Il y a Axel, Ibtissam Hamlaoui, elle ne peut pas être arrêtée, parce que si elle est arrêtée, elle va dire tout ce qu'elle sait sur les dirigeants algériens. Et vous savez très bien ce qu'elle sait, on l'a suffisamment dit. Elle a eu une proximité personnelle, elle a eu des liens intimes avec certains dirigeants algériens. Le Ibtissam Hamlaoui, pourquoi n'a pas été relevé de ses fonctions? Parce qu'elle leur fait du chantage. Parce qu'elle leur fait du chantage. Elle leur a fait du chantage. Elle leur fait du chantage. Elle a des photos, elle a des vidéos, elle a des informations d'ordre privé qui pourraient briser les familles de pas mal de dirigeants algériens. Et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été relevée de ses fonctions. Mais je pense que ça va pas tarder. Hein. Je pense que Ibtissam Hamlaoui, à un moment donné, seront obligés de la lâcher parce que elle a fait trop de dégâts, elle est devenue impopulaire, elle a provoqué un scandale de torture. Ce que Ibtissam Hamlaoui a fait pour de l'État algérien, comment elle l'a humilié, comment elle l'a rabaissé, comment elle l'a clochardisé, comment elle a détruit la crédibilité des institutions algériennes, je pense que impossible, ça va pas rester longtemps. Elle va pas pouvoir rester longtemps. Qui a désigné le nouveau patron de la DCS? Saïd Chengueriha, le nouveau patron de la DCS, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, a été désigné par Saïd Chengueriha. La DCS est un service de renseignement qui relève de l'état-major de l'armée nationale et populaire. Contrairement à la DGSI, les services de renseignement intérieur, la DDSE, les services de renseignement extérieur, et la DGRT, les services de renseignement technique qui, eux, relèvent de la présidence de la République. Et voilà, Saïd Chengueriha s'est débarrassé de l'ancien patron de la DCSA qui a failli dans l'affaire de Nasser Djen. Parce que c'était la DCSA qui avait placé Nasser Djen dans une résidence surveillée. C'est la DCSA qui a enquêté sur Nasser Djen. Et comme Nasser Djen a fui de façon spectaculaire le 18 septembre 2025, mobilisant et provoquant ainsi un vent en faisant souffler ainsi un vent de panique violent et incroyable au sein du régime algérien pendant plusieurs jours, il fallait punir des responsables. Il devait être puni à l'époque, le patron de la DCSA. Il n'a pas été puni parce que il fallait pas démontrer à l'opinion publique algérienne que l'affaire Nasser Djen a fragilisé le pouvoir algérien ou l'avait affaibli ou l'avait discrédité. Ils ont attendu quelques mois pour que l'affaire Nasser Djen soit oubliée et vers la fin de l'année 2025, ils ont décidé de le limoger, de le remplacer comme il était prévu.